Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission TV Liberté qui décrypte la propagande et l'actualité médiatique. Bonjour Nicolas Faure. Bonjour Jules Blaiseau. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez remarqué, Jean-Yves Le Gallou est absent, on l'avait annoncé la semaine dernière. C'est donc Jules Blaiseau qui prend ma place en tant qu'animateur et je vais essayer de remplacer Jean-Yves pour la partie analyse de l'actualité. Donc, c'est parti. Au sommaire aujourd'hui, nous verrons tout d'abord que Caroline Fourest a été récompensée par Marlène Schiappa. Nous étudierons ensuite l'offensive politico-médiatique massive autour de la vaccination obligatoire. Puis nous reviendrons comme d'habitude sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Et enfin, nous conclurons cette émission en nous intéressant à une petite révolution sur France Inter. Immédiat numéro 356, c'est parti. Alors pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Nicolas, c'est celle de Caroline Fourest, médaillée de l'Ordre national du mérite par Marlène Schiappa et Brigitte Macron en personne. Oui, c'est pas mal comme brochette. Donc on a Marlène Schiappa, Brigitte Macron et Caroline Fourest. Caroline Fourest qui a la main dans les poches sur la photo Instagram. Bon voilà, c'est le prestige de la République. Alors Caroline Fourest, elle a été récompensée pour service rendu, si je puis dire, puisque Caroline Fourest, c'est une journaliste, une éditorialiste, une cinéaste, enfin c'est une personnalité multiple, mais avant tout, et c'est le trait d'union entre toutes ces activités-là, c'est une militante anti-catholique, une militante pro-LGBT, elle-même lesbienne revendiquée. Elle avait fait ses armes sur ce sujet-là de l'anti-catholicisme au moment de l'année 2012, le 18 novembre 2012, lors d'une manifestation organisée par Civitas. Elle était dans la contre-manifestation. On le voit dans cet article de Logim qui a fait un beau portrait vraiment très complet à lire sur Caroline Fourest. Donc une contre-manifestation de lesbiennes dépoitraillées, un voile de religieuses couvrant leurs cheveux, qui se mettent à asperger les manifestants d'un liquide tiré d'extincteur marqué « Holy Sperm ». Bon, la traduction vient d'elle-même, c'est vraiment désespérant. Évidemment, jamais elle n'aurait fait la même chose sur une manifestation musulmane. Voilà, alors Caroline Fourest est aussi une grande amie de Bernard-Henri Lévy, on le voit toujours dans ce portrait de Logim. Une citation donc d'elle à propos de Bernard-Henri Lévy sur France Inter. On adore le détester. Il fait bouger le monde bien plus que ceux prêts à trouver des circonstances atténuantes au renoncement ou aux violations des droits de l'homme. Et autre propos de Caroline Fourest sur une autre personnalité qu'elle aime beaucoup moins que Bernard-Henri Lévy, c'est Frédéric Tadei. Alors, à propos de son émission sur le service public à l'époque, le principe de l'émission de Frédéric Tadei, c'est ce vieil adage qui dit 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Je crois que dans le cas de Frédéric Tadei, c'est même 6 minutes pour Hitler. Oui, c'est quand même quelque chose. Là, on a Frédéric Tadei qui est hitlérien selon Caroline Fourest. Donc, tout ça pour dire Caroline Fourest, on pourrait en faire des tonnes sur elle, on pourrait faire une émission entière. Je renvoie vraiment les téléspectateurs sur l'article de Logim qui est vraiment excellent. L'Observatoire du journalisme, Nicolas. Exactement. Et avec juste une petite remarque sur Caroline Fourest, elle était très anti-catholique et très défenseresse du pauvre musulman opprimé il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a quand même beaucoup évolué sur cette question-là avec une version dure de la laïcité, comme on dit, donc qui vise quand même un peu plus spécifiquement l'islam aussi. Elle a bien compris qu'il y avait un problème au niveau de l'islamisme politique au moins. Et ce qui est amusant, c'est que la Caroline Fourest d'aujourd'hui
serait à mon avis très violemment critiquée par la Caroline Fourest d'hier, comme quoi les gens changent. Et elle a une médaille, pas certain que tout le monde peut changer. Que tout le monde puisse changer, que tout le monde puisse recevoir cette médaille. Mais entre nous, une récompense de la part de Brigitte Macron et Marlène Schiappa, bon, personnellement, je ne suis pas certain d'en vouloir. Passons à notre premier sujet, vaccin obligatoire, l'offensive politico-médiatique. Delta, Delta+, Epsilon, Lambda. Les lettres grecques vont bientôt manquer aux chercheurs pour nommer tous les nouveaux variants de la Covid. Ces variants inquiètent vivement les autorités politiques et sanitaires. Benoît Elbaude, directeur de l'ARS Aquitaine, a martelé sur BFM que toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. Personne n'y échappera. On a BFM TV donc, qui titre « Delta Epsilon, l'inquiétude de l'Élysée face aux variants du Covid » et LCI avec Covid-19, Lambda Epsilon après Delta, de nouveaux variants qui inquiètent. Et sur ce sujet, on va écouter Pascal Praud dans l'heure des pros. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. Personne n'y échappera. Voilà ce qu'a dit le directeur général de l'Agence régionale de la santé de la Nouvelle-Aquitaine, M. Benoît Elbaude. La fabrique de la peur est de retour, affoler les foules, dramatiser la situation, imposer des dictates. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. C'est l'exemple type d'une personne qui a fait médecine, a traîné dans les cabinets ministériels, n'a jamais vu un patient de sa vie et se retrouve à diriger une ARS, m'a dit ce matin un médecin célèbre que j'interrogeais au téléphone sous couvert d'anonymat, tant il est difficile de contrarier ces messieurs du ministère. Monsieur Elbaude est sur la ligne d'Olivier Véran, son ministre de tutelle, qui a annoncé tout le week-end une 4e vague en juillet. Les alarmistes, les enfermistes sont de retour. Ils rêvent d'une société hygiéniste, d'une dictature sanitaire. Le Covid est leur cheval de Troie. Bon Pascal Praud a quasiment tout dit, hein, et d'ailleurs il le dit de manière très forte, ce qui est toujours le cas de Pascal Praud sur ces sujets-là, et c'est intéressant puisqu'on a là une démonstration que sur CNews il y a bien une parole un peu dissonante par rapport au discours politico-médiatique ambiant. Donc ça, c'est déjà intéressant à saluer. On note l'emploi de la fabrique de la peur, hein, ce terme qui est employé par Pascal Praud, qui montre bien qu'il y a une fabrication politique et médiatique. Il parle également d'un témoignage par rapport à ce directeur d'ARS Nouvelle-Aquitaine, recueilli en off, puisqu'il y a une peur de certains experts à se prononcer en public sur des questions comme ça, parce qu'on va contre le gouvernement et que ce n'est pas forcément très conseillé pour sa carrière. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on voit évidemment qu'il y a une exagération énorme de la part de ce directeur-là, puisque si tout le monde sera ultimement contaminé, ça veut dire que même les gestes barrières ne servent à rien. Enfin bref, c'est évidemment complètement faux. C'est délirant. C'est vraiment exagéré. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur Elbaude, il est revenu sur ses propos ensuite dans une interview au Parisien. Il a déclaré, en avouant avoir exagéré, « Je voulais être pédagogue en présentant autrement la phrase « Il faut que tout le monde se fasse vacciner ». Car le message ne passait pas. Donc c'est intéressant. En fait, on a une opération de propagande, on va dire, politico-sanitaire, et reprise par tous les médias en chœur, sans esprit critique, sans distanciation. C'est quand même assez extraordinaire. Et pédagogue, il n'est pas le seul à vouloir l'être, Nicolas. On va revenir justement sur les propos d'Emmanuel Le Chypre de la semaine dernière sur la vaccination obligatoire. On l'écoute. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on ne sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Ah, moi je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement.
J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Si, je suis très complètement sérieux. zinzin. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. D'ab- Et avec les menottes s'il faut. Bon, ce sont des propos tout simplement stupéfiants, hallucinants. On a déjà parlé la semaine dernière avec Jean-Yves dans cette émission. Hein. Je ne vais pas revenir dessus. Malgré tout, ce sont des propos qui ont fait réagir beaucoup de monde, tellement ils étaient excessifs. Et je crois qu'il a cherché un petit peu à s'expliquer. Justement, Nicolas, il a expliqué cette sortie hallucinante il y a quelques jours. Écoutons ses justifications. Donc si tu veux, moi, mes maîtres en journalisme m'ont dit il faut exagérer et simplifier. Donc oui, j'ai exagéré et simplifié. Alors j'ai employé l'expression, mais les menottes, etc. Mais franchement, c'était une image. Voilà, bien évidemment, il ne s'agit pas de le faire en vrai. Mais il s'agissait de faire comprendre quand même que, aujourd'hui, oui, moi je pense qu'il faut que la vaccination soit obligatoire, parce qu'on voit bien qu'effectivement, tous les gens qui sont contre le vaccin aujourd'hui, on ne peut plus les convaincre. Donc c'était, à un moment, il faut que la loi s'impose. Voilà, c'est tout. Et il ne s'agissait pas, évidemment, de mettre les gens dans des cars, dans des bus, menottés pour aller les faire vacciner, bien évidemment. C'était une image qui était parlante et pédagogique. Effectivement, une image pédagogique. On retrouve cette volonté toujours d'expliquer, de pédagogie propre à certains journalistes ou responsables politico-sanitaires. Ce qui est intéressant dans cette explication, c'est le vocabulaire. Mes maîtres en journalisme m'ont expliqué qu'il fallait exagérer et simplifier. C'est exactement ce que répète toutes les semaines Jean-Yves Le Gallou à cette place. Les journalistes, leur objectif, en tout cas l'objectif de certains journalistes d'une partie importante de ce corps de métier, c'est de présenter des arguments, des idées, en les simplifiant, en exagérant. Pourquoi ? Pour finalement convaincre, persuader, séduire la personne qui lira leurs propos, mais pas forcément pour défendre la vérité. On veut tout simplement faire de la propagande. Hein. C'est un autre mot, c'est des termes bien séant pour dire globalement propagande, exagérer et simplifier. Et d'ailleurs, on le voit, lui, l'idée qu'il veut faire passer avec cette exagération et cette simplification, je pense qu'il faut une obligation de la vaccination. Voilà. En fait, on a donc une idée qu'on veut faire passer au grand public et du coup, on manipule cette opinion publique par l'exagération, la simplification. Là, c'est tellement énorme, tellement visible qu'il a été critiqué, il a été obligé de se justifier. Mais il y a beaucoup de journalistes qui le font de manière beaucoup plus habile et ils n'ont pas besoin de se justifier. Pourtant, le résultat est exactement le même. Ils ont fait de la propagande, tout simplement. Et justement, donc, ces propos hallucinants, comme vous le dites, Nicolas, de Emmanuel Le Chypre, nous amènent à cette grosse campagne médiatique sur la vaccination obligatoire. Oui, alors on a effectivement des médias qui en ont fait des tonnes sur cette question-là pour la vaccination obligatoire. On a BFM qui nous parle de 58% des Français favorables à la vaccination obligatoire pour tous, d'après un sondage. Ouest France qui déclare qu'il faudrait envisager le vaccin obligatoire dès 12 ans selon la Haute Autorité de Santé. Donc effectivement, on a une campagne médiatique massive sur ce sujet-là. Et justement, on va écouter le député MoDem François Pupponi qui explique le projet de loi du gouvernement. Le gouvernement, c'est de dire maintenant, il faut vraiment passer aux actes et faire passer des messages forts. Donc, message fort, c'est ceux qui ne se sont pas fait vacciner, il faut qu'ils se fassent vacciner. Alors voilà, est-ce qu'on élargit plus ? L'idée, c'était pourquoi stigmatiser que le personnel soignant ? Voilà, il y a d'autres professions qui sont un peu dans le même cas et pour lesquelles on devrait rendre obligatoire. Et puis après, pour inciter les gens à se vacciner, le fameux passeport qui serait beaucoup plus utilisé. Mais donc la volonté quand même du gouvernement, c'est avant la fin juillet de voter un texte relativement dur pour faire passer le message. On dit voilà, si tout le monde est raisonnable et on se fait vacciner, on passera peut-être pas à l'acte. Alors cette vidéo, elle montre clairement, dans l'esprit d'un législateur, c'est un député qui parle, ce qui va se passer, un député MoDem. Donc on a d'abord la justification politiquement correcte, c'était pour éviter la discrimination du personnel soignant. Sous-entendu, le personnel soignant doit être vacciné, mais vu qu'on ne veut surtout pas discriminer les gens entre eux, du coup on va vacciner tout le monde. Bon, ce qui est absurde en soi, mais c'est le côté politiquement correct, pour justifier tout ça. Et puis il y a le terme, un projet de loi relativement dur. Oui, relativement dur. Forcer l'obligation à l'ensemble de la population, y compris à des enfants, oui, c'est relativement dur, c'est le moins qu'on puisse dire. Plutôt dur. Donc voilà. Et puis il y a la question du chantage. C'est un projet de loi, mais finalement, si les Français sont gentils, peut-être que ça ne s'appliquera pas, etc. Bon, on est un petit peu baladé sur cette question-là, sans parler du fond de cette question. Juste, on a là une volonté politique claire de serrer la vis aux Français. Une volonté politique qui est évidemment retransmise par les médias qui sont habitués à retransmettre un petit peu les ordres politiques. On a par exemple cet exemple
de la une du site de BFM TV hier, avec 3 articles sur les dangers de la 4e vague, la nécessité de nouvelles restrictions. Donc on a une propagande totale, mais là c'est l'exemple de BFM, mais ça pourrait être sur tous les médias. On a volonté politique, relais médiatique pour imposer ça, toujours avec pédagogie, avec un peu d'exagération, un peu de simplification, mais toujours pour la bonne cause, pour imposer ça aux Français. Alors quand même, moi, j'aimerais me pencher un petit peu sur les faits, puisqu'on a l'impression qu'on va droit vers l'apocalypse, comme on avait l'impression que pour tous les autres variants précédents, on allait droit vers l'apocalypse. Et pour toutes les vagues, etc. Voilà. Et finalement, c'était quand même jamais l'apocalypse prédite. On va s'intéresser aux chiffres publiés par Covid Tracker, qui sont les chiffres officiels, avec les chiffres des admissions à l'hôpital, qui sont extrêmement basses, avec le chiffre du taux d'incidence qui remonte très légèrement, mais qui reste quand même minime, et puis les admissions en réanimation qui sont toujours en baisse continue. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être ? Ça veut dire que déjà, on est loin d'une situation de crise dramatique à l'heure actuelle, c'est évident. On est loin du discours politico-médiatique sur l'obligation de la vaccination motivée par la 4e vague, puisqu'on n'y est pas encore dans cette 4e vague, si tant est qu'elle arrive. Et donc on a en fait un décalage entre ce discours politico-médiatique et les faits, et c'est quand même un petit peu troublant. Alors un décalage entre les faits et le discours politico-médiatique. Justement, on a vu qu'il y a des éléments troublants, comme vous le dites, dans cette campagne médiatique. Heureusement, certains journalistes expriment à l'écran les doutes de certains de nos concitoyens. Oui, on a par exemple cet article de Nice Matin, Toulon, Grasse et Le Canet, 3 décès de vaccinés, un grand article, et qui porte la voix de certaines personnes qui doutent de l'intérêt du vaccin pour des personnes qui ont peu de risques de mourir du coronavirus. Et donc c'est intéressant, c'est un travail journalistique qui a dû être vraiment longuement discuté en conférence de rédaction, puisque il est à la limite de ce qu'on appelle, de ce que les médias appellent le complotisme, en reliant des décès à une vaccination récente. Mais c'est quelque chose que beaucoup de gens font eux-mêmes, et c'est rare de voir les médias le faire, donc ça veut dire que certains journalistes, voire même beaucoup de journalistes, se posent quand même des questions. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais il n'y a pas que dans la presse quotidienne régionale qu'il y a des personnes qui se posent des questions. Alors, félicitations déjà à ce journaliste de Nice Matin. Et maintenant, on va regarder sur le plateau de CNews Pascal Praud qui évoque la question de la responsabilité pénale en cas de problème relatif à la vaccination. J'ai un gosse de 20 ans, je le fais vacciner. A priori, il n'avait aucune chance de terminer en réa. Il se trouve que ça se passe mal. Qui est responsable ? Non, mais ça m'intéresse votre réponse. Qui est responsable ? Mais dans les scandales médicamenteux, c'est toujours en France. C'est pas un scandale, là. C'est une prise de risque. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Le jour où les laboratoires et les gouvernements seront rendus pénalement responsables et civilement responsables des causes que peut provoquer le vaccin, moi, j'ai plus de soucis. Pour le moment, c'est pas le cas. Une fois de plus, Pascal Praud, il pose des questions que beaucoup de gens se posent. Donc ça, c'est la liberté de ton de CNews, donc c'est intéressant. Et on voit que même les chroniqueurs, ils sont un petit peu partagés aussi. Il y a vraiment une question de la responsabilité qui est congruente à cette question de la vaccination obligatoire, puisque en cas de problème, qui est responsable si on a été forcé à se vacciner ? C'est une vraie question. Il y en a beaucoup d'autres très bonnes sur cette crise du Covid-19. Peu de journalistes les posent. Donc bravo à Pascal Praud de le faire publiquement. Et merci Nicolas. Et donc passons à notre revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, Nicolas, on va se pencher sur le procès de valeur actuelle intenté par Danielle Obono après leur roman d'été dans lequel elle était grimée en esclave. Et donc ce procès qui fait parler de lui en ce moment. Oui, alors le procès date un petit peu, c'était le 23 juin dernier, mais on voit beaucoup d'actualités qui revient sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que Valeurs Actuelles a décidé de faire une grande série d'articles qui sont en fait des retranscriptions des débats lors de ce procès. C'est vraiment incroyable à voir. J'invite vraiment tous les téléspectateurs à aller consulter ces minutes du procès. Sont sur plusieurs articles. C'est incroyable. On y voit qu'il s'agit non pas évidemment d'un procès contre le racisme, etc., mais un procès purement politique contre Valeurs Actuelles, puisque, on le rappelle, c'était donc Danielle Obono qui était propulsée dans le passé dans la peau d'une esclave africaine
enchaînés par d'autres Africains. C'est l'histoire de la traite intra-africaine. Et donc, le but, c'était de montrer que, eh bien, finalement, dans les pays européens aujourd'hui, on était peut-être mieux, même si on se plaignait du prétendu racisme systémique, on était mieux que dans l'Afrique noire d'il y a quelques siècles. Voilà. Donc, c'était une fiction. Et donc, ça avait créé un scandale, mais complètement fictif. Et on le voit là, puisqu'il y a tout le gratin de l'antiracisme subventionné qui est là. On en passe, le tribunal est plein à craquer. Toutes les parties civiles. Les parties civiles. On a Lilian Thuram même qui est présent pour témoigner. Enfin bon, bref, c'est un grand théâtre, un grand cirque. Et vraiment, le travail de Valeurs Actuelles est intéressant sur cette question. Et avec un verdict qui est attendu le 29 septembre. Le 29 septembre pour le verdict, donc. Et on apprend quelque chose de très intéressant, justement, dans le dossier consacré au procès. C'est que c'est l'État qui a lancé en premier l'enquête sur Valeurs Actuelles et pas... c'est pas la plainte de Daniel Obono qui a déclenché tout ça. Oui, c'est le parquet qui se saisit. Il n'y a pas pire crime aujourd'hui que le prétendu racisme. Donc c'est malheureusement un petit peu explicable. Affaire Obono, donc une affaire d'État tout simplement. Quasiment. Passons à un autre sujet de la revue de presse. Cyril Hanouna va exposer sa vision de la France dans un livre intitulé « Ce que m'ont dit les Français ». Oui, puis un livre qui va faire du bruit. Il est coécrit avec Christophe Barbier, qui est bien connu des services d'Immédiat. C'est vraiment un spécialiste de la langue de bois, de la muselière, du bobard. Enfin bon, bref, il a la tartufferie. Il a tous les trophées possibles sur son étagère. Et donc c'est assez incroyable. Alors, un petit commentaire. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui effectivement se rêve un peu faiseur de roi à la prochaine présidentielle. Et d'une certaine manière, il aura peut-être un petit peu une part là-dedans, puisqu'il a quand même une force de frappe médiatique importante avec balance ton poste et touche pas mon poste. Ceci étant dit, s'associer avec un ringard comme Christophe Barbier, je suis pas certain que ça soit totalement raccord avec ce qu'il veut faire. J'ai peur que lui-même finalement se voit beaucoup plus puissant qu'il ne l'est. On suivra ça en tout cas. On suivra ça. Et autre sujet maintenant, Éric Dupond-Moretti aurait omis de déclarer 300 000 € de revenus. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment défendable face à un tribunal. Peut-être que c'est vrai, on verra au jugement. Mais en tout cas Dupond-Moretti, il est dans la tourmente. Hein. Il est dans la tourmente, pourquoi ? Parce qu'il est soupçonné de conflit d'intérêts, perquisition, enfin des choses assez incroyables qui sont passées. D'ailleurs, il se murmure que sa place en tant que ministre serait un petit peu remise en question. Alors Nicolas, il a annoncé lui-même qu'il ne démissionnerait pas, peu importe le verdict. Oui, mais dans la vie d'un ministre, on est souvent démissionné plus qu'on ne démissionne. Hein. Donc, c'est vrai. Affaire à suivre. En tout cas, il est vraiment dans la tourmente. Et en plus, il y a donc cette affaire de 300 000 € de revenus oubliés dans la déclaration. Bon, rien que ça. Bon, en réalité, quand on a une fortune comme celle de Dupond-Moretti, généralement, on a quelqu'un qui s'occupe un peu de ses papiers. Donc, les oublis ils peuvent exister, mais à mon avis, sont rares. Passons. En tout cas, ce qui est intéressant dans le traitement médiatique de cette affaire, c'est que c'est Mediapart qui a révélé cette affaire. Le jour de la publication de l'article, donc le matin, les services de Mediapart appellent le cabinet de Dupond-Moretti en demandant on aimerait bien avoir votre réaction sur cette information qu'on va sortir. Hein, c'est ça la démarche journalistique. Est-ce que vous pouvez nous la communiquer dans la journée ? Les services de Dupond-Moretti lui disent pas de souci. À quelle heure voulez-vous notre réaction ? Mediapart répond pour 15h, ça serait parfait. Sous-entendu, l'article va paraître peu après 15h. Et résultat des courses, le scoop sera pour le média L'Opinion, voilà, qui aura coupé l'herbe sous le pied à Mediapart en présentant une version un peu édulcorée de la polémique. Donc en fait, on est dans du contrôle un petit peu, du damage control, comme on dit en anglais. Contrôle de dégâts. Ouais, de dégâts. Puisque finalement, on a refilé les infos à L'Opinion en disant Dupond-Moretti va se faire avoiner par Mediapart. Essayez de nous faire un peu de contrôle de dommages dans L'Opinion. Donc on a la mainmise de la Macronie et des médias dans cette affaire. C'est assez intéressant à analyser aussi. C'est une manipulation médiatique qui est tout à fait courante, Nicolas. Qui est courante, en tout cas, qui est courante certainement, mais là qui est particulièrement visible, puisque Mediapart a bien communiqué autour et on voit bien qu'il y a eu manipulation. Un peu d'actualité internationale maintenant. Immédiat, on avait parlé la semaine dernière, l'attentat de Würzburg.
je ne sais pas si je le prononce correctement, C'est bien prononcé. continue d'animer l'actualité. Oui, alors c'était effectivement un attentat dramatique qui avait lieu, on en a déjà parlé de la semaine dernière dans les médias, et ce qui est intéressant aujourd'hui, si j'ose dire, même si ça reste vraiment tragique, eh bien, c'est l'attitude de la police allemande qui a demandé d'arrêter de partager les photos des victimes. On voit les photos donc de Steffi et Christina, 2 victimes de ce tueur islamiste. La police qui dénonce l'usage politique fait de ces partages de photos de victimes. Alors c'est hallucinant. Évidemment qu'il faut partager les photos de ces personnes qui sont mortes d'un terroriste. Sans doute, l'enquête le dira, mais non islamiste, donc dans cette ville allemande. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, puisqu'il est extra-européen, puisqu'il est clandestin, puisqu'il se revendique d'Allah, c'est ce que note la cocarde étudiante dans un tweet, eh bien, on a peur de partager les photos des victimes. Dans d'autres cas, c'est évidemment pas le cas. On a les exemples passés, Aylan, le petit enfant qui était retrouvé inanimé sur une côte turque ou grecque, je ne sais plus. Les photos du Bataclan, alors que lui, Aylan, qui était mis en avant à foison par les médias parce que ça servait à légitimer l'immigration massive. Les photos du Bataclan qui étaient censurées, puisque là, pareil, les tueurs étaient musulmans, il ne fallait pas montrer l'horreur de cette chose-là. George Floyd, les images, on pouvait les montrer comme on voulait. Et donc, ces images de Steffi et Christina, elles sont interdites de diffusion en Allemagne, en tout cas déconseillées de diffusion, parce qu'elles sont mortes des mains d'un criminel sans doute islamiste. Et je voudrais dire qu'il y a aussi une photo qu'il faut partager. C'est celle de Léonie, une petite Autrichienne de 13 ans qui a été droguée, violée et tuée par des migrants extra-européens. L'affaire fait un scandale monumental en Autriche. Évidemment, les médias français en parlent peu. Et maintenant, Nicolas, une nouvelle pour le moins surprenante, puisque l'ONU a invité la France à recueillir et publier des données complètes ventilées selon la race ou l'origine, autrement dit des statistiques ethniques, pour combattre le racisme systémique. Oui, c'est une demande qui a été reprise par certains médias, qui a été relayée, mais alors pas du tout autant que ce à quoi on aurait pu s'attendre, tout simplement parce que les médias français, on le sait, ils ont été récompensés pour ça à la dernière cérémonie Bobard d'Or, ces médias français, ils font tous les jours ou presque un article, un reportage sur le prétendu racisme systémique, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et donc là, l'ONU dit, pour lutter contre ce racisme systémique, faisons des statistiques ethniques. Et les médias devraient être parfaitement contents d'avoir une nouvelle arme possible contre ce racisme systémique. Or, ils n'en parlent pas tant que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils soupçonnent, à mon avis, et à raison, je pense, que si on commençait à faire des statistiques ethniques, que ce soit la criminalité, la propension à la violence, etc. La population des prisons. Voilà, exactement. On aurait quelques surprises qui démontreraient non pas le racisme systémique de certains, mais plutôt la délinquance systémique. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a une petite chape de plomb médiatique. Ouais, on comprend mieux pourquoi. Autre actualité médiatique, donc, Patrick Cohen quitte Europe 1 pour rejoindre France Culture. Oui, alors c'était Patrick Cohen sur le piquet de grève la semaine dernière pour défendre l'esprit européen, les salariés, etc. Bon, finalement, il quitte le navire assez rapidement. C'est pas étonnant, c'est plutôt une bonne chose pour Europe 1, puisqu'on le rappelle, Patrick Cohen qui avait été matinalier sur France Inter, qui a été recruté par Europe 1 pour augmenter les audiences, qui finalement avaient complètement échoué, qui s'était baladé de case en case sans trouver vraiment de public. Donc, pour Europe 1, c'est plutôt une bonne décision, je pense, financière, parce qu'il devait avoir toujours son salaire de matinalier peut-être. En tout cas, il va donc rejoindre France Culture, le service public, c'est plus... et où il sera plus à son aise, lui qui est clairement un homme de gauche, il sera mieux sur France Culture qu'Europe 1. Et en parlant justement de médias de gauche, autre actualité, une photo qui fait parler, Nicolas. Oui, c'est la photo de la rédaction de l'Obs. Alors l'Obs qui a publié ça, donc on voit une photo avec une cinquantaine de journalistes, un peu moins, et alors une parité à peu près respectée, peut-être même d'ailleurs plus de femmes que d'hommes. Mais alors par contre, au niveau de la diversité ethnique, on n'est pas du tout là. Alors les grands donneurs de leçons sur le vivre ensemble, la chance que représenterait l'immigration extra-européenne, etc., sont les derniers à avoir de la mixité dans leurs équipes. Ils devraient se poser la question, ils devraient un petit peu faire repentance, comme disait Jean-Yves, parce que quand on prône quelque chose que soi-même on ne respecte pas, il y a un petit problème, normalement, qui doit se poser. On doit avoir un petit problème de conscience.
Ce qui nous rappelle par ailleurs la rédaction de Libé, qui était dans le même cas, et même Mediapart. Tous ces gens qui nous vantent les bienfaits de l'immigration, eh bien, restent entre Européens. Autre actualité médiatique, Nicolas, on va écouter Jean-Michel Apathy sur la colonisation de l'Algérie. On a martyrisé tout un... Nous, Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandaleux. Alors déjà, ce propos, il est évidemment caricatural. Il y a des historiens sérieux qui pourraient lui répondre. Déjà, en minorant la critique qu'il fait on va dire, de la méchanceté des Français, des vilains Français, aussi parce qu'on pourrait lui répondre qu'on ne demande pas tous les 4 matins aux Allemands de s'excuser pour avoir envahi la France en 1939. Voilà, il y a un moment où on passe l'éponge sur les choses et on n'est pas tout le temps à critiquer les uns les autres. On n'a plus rien à voir avec nos ancêtres, eux n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres. Bref, il y a un moment, il faut couper le cordon. Et puis, sur la forme, c'est intéressant, puisque cet extrait il a été repartagé donc, ce 5 juillet, mais il date de janvier dernier. Alors, pourquoi l'émission C'est l'Hebdo a republié ça sur ses réseaux ce 5 juillet Il y aurait beaucoup d'explications possibles, mais je pense que le 5 juillet, ce n'est pas une date anodine pour publier un extrait comme cela, puisque cela fête, si l'on peut dire cela, le massacre d'Oran, qui a eu lieu un 5 juillet également. Donc plusieurs centaines de Français et d'Européens qui avaient été enlevés, torturés, tués dans les rues d'Oran, à l'initiative de l'Armée de Libération Nationale. Et donc, cette date, elle n'est pas anodine. C'est l'Hebdo, quand il publie ça, et il y a de très fortes chances qu'on soit clairement dans l'injure aux victimes de cette tragédie d'Oran. Donc pour vous, c'est de la provocation pure Il y a toujours une possibilité que ce ne soit pas le cas, mais pourquoi cet extrait-là, à cette date précise, honnêtement, on peut se poser la question à tout le moins, et en tout cas, si c'est avéré, c'est quelque chose qui est répugnant. Dans tous les cas, c'est maladroit. C'est maladroit au mieux et répugnant au pire. Et je dis répugnant pour ne pas dire d'autres mots, parce que je reste poli. On est à l'antenne. Passons au deuxième sujet de la semaine, une révolution à la matinale de France Inter. C'est la révolution à la matinale de France Inter. Mais avant de découvrir ce qu'est cette révolution, que peut-on dire de ce rendez-vous radio, Nicolas ? Alors, la matinale de France Inter, c'est la matinale la plus écoutée de France. Il y a près de 4 millions d'auditeurs en moyenne. Ça varie selon les mois, évidemment, mais c'est vraiment un poids lourd radiophonique. France Inter, qui est d'ailleurs la radio, ou en tout cas l'une des radios les plus écoutées de France. Pareil, selon les tranches, ça varie. Mais c'est la première radio en règle générale. C'est donc une arme de propagande massive, la matinale de France Inter. C'est quelque chose qui est très important pour diffuser les idées du politiquement correct, etc. Et donc, on va voir quelle est cette révolution. Mais c'est toujours intéressant de suivre ce qui se passe sur cette matinale, qui, je le rappelle, est animée par Léa Salamé et Nicolas Demorand, qui sont 2 journalistes extrêmement politiquement corrects. Et justement, il y a une petite révolution à France Inter. La matinale de France Inter va s'étoffer à la rentrée d'éditorialistes issus de différents courants politiques. Natacha Polony, Cécile Duflot, Alexandre Devecchio. Ouais, c'est une révolution, on peut le dire. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a un soupçon, une larme de pluralisme à France Inter. Alors, vous allez me dire, c'est pas non plus extraordinaire, mais pour le service public, avoir un peu de pluralité, c'est quasiment du jamais vu. Avoir une chronique d'Alexandre Devecchio du Figaro en matinale de France Inter, je peux vous dire que c'est quelque chose qui choque beaucoup de monde. On a eu des réactions un petit peu outrées sur les réseaux après que Laurence Bloch ait annoncé cela. On a par exemple Isabelle Kerr-Simon qui a tweeté « On pourra enfin, sur notre chère radio publique, écouter les litanies anti-féminisme, anti-immigré, anti-progressisme, etc. » On voit un petit peu que ça fait débat. Thomas Vampouille, « Faudra tout de même songer à garder quelques médias de gauche face à Bolloré. » Sous-entendu, un éditorialiste du Figaro suffit à contaminer l'ensemble de la radio, à en faire quelque chose de droite. Christophe Comte des Inrocks qui parle de différents courants de droite, pour bien désigner donc Alexandre Devecchio, mais aussi Natacha Polony. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que pour les gens de gauche, donc ces journalistes de gauche, et de droite, Natacha Polony. Pourquoi ? Natacha Polony, sur tous les logiciels classiques de la politique, elle est de gauche. Clairement. Elle est clairement à gauche. C'est la patronne de Marianne. Elle est clairement très à gauche, même sur certains sujets.
Mais il y en a un où elle a un petit peu de retenue, c'est sur la question de l'immigration. Alors, elle n'est pas pour la remigration, hein, oula, attention. Mais elle dit, oui, mais l'immigration, c'est peut-être pas une si bonne chose que cela, et toujours avec un logiciel marxiste en plus. Mais rien que remettre en cause du bout des lèvres l'immigration avec un logiciel de gauche, c'est déjà être de droite dans l'esprit de beaucoup de journalistes. Donc c'est intéressant de le noter. Mais en tout cas, de la part de France Inter, alors, les coups de chapeau à France Inter sont extrêmement rares. Je vais pas m'improviser à en donner un, puisque je vais pas... sinon, Jean-Yves Le Gallou, à son retour, va être désagréable avec moi. Mais c'est honnêtement intéressant. Après, ça reste quelques secondes, quelques minutes dans une journée entière de propagande. Bon, c'est le minimum, on va dire, pour le service public qui est financé par nos impôts, je le rappelle. Et force est de constater que ça ne bouge pas que chez France Inter, Nicolas. Le Parisien a révélé hier qu'RMC et BFM TV avaient recruté Manuel Valls. Ouais, alors ça, c'est un peu la blague, hein, parce que Manuel Valls, il est prêt à tout pour commenter, pour être dans la vie publique, la vie politique. Donc, c'est assez amusant de voir ça. C'est quand même... C'est quand même, là on n'est plus dans on n'est pas dans le pluralisme, puisque clairement il a un avis qui sera en phase avec le macronisme et avec le ton général de BFM, qui, on le rappelle, est dirigé par Marc-Olivier Fogiel, qui est un ami d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Mais c'est marrant, c'est amusant, c'est un petit coup de mercato qui est étonnant, mais finalement qui ne changera pas grand-chose à la ligne de BFM. C'est pas une révolution autant que l'arrivée pendant quelques minutes par semaine d'un homme de droite à France Inter. Mais en tout cas, c'est amusant à noter, effectivement. Et c'est sur cette note de pluralisme médiatique et d'humour qu'on conclut cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine donc avec Nicolas qui retrouve sa place et Jean-Yves Le Gallou de retour. Exactement, à la semaine prochaine.